finalement les Saoudiens. Ils ont remisé toute volonté de toucher à la production et on reste sur les 30 millions de barils par jour. C'est pas vraiment une surprise. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette décision? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est pas vraiment une surprise, on va quand même dire si un petit peu, puisque la semaine dernière, tout le monde pariait plutôt sur une intervention des pays de l'OPEP avec une réduction. Depuis quelques jours, on avait vu le rythme. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une demi-surprise, c'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal, pas des fuites, mais des fuites organisées pour commencer à mûrir et à donner un peu d'informations sur les décisions qui seront prises. Malgré tout, on a vu le cours du pétrole décrocher très significativement à partir du moment où on a eu l'annonce. Donc, il y avait quand même une attente. On pensait, il y a encore peu de temps, que les pays de l'OPEP ne pouvaient pas ne pas donner un signal, puisque là, on a tout simplement une décision qui constate l'impuissance des pays de l'OPEP à intervenir sur le cours du pétrole. C'est de l'impuissance ou c'est juste qu'ils n'en ont pas la volonté? Non, je pense que c'est une décision qui est parfaitement mûrie. Ils n'étaient pas tous d'accord, hein, on le sait, puisque l'Iran, dès la sortie de la réunion, a fait part de son désaccord par rapport à cette décision. Maintenant, on sait également que l'Arabie Saoudite et l'Iran ne sont pas franchement sur la même longueur d'onde, que ce soit diplomatiquement ou même d'ailleurs en stratégie pétrolière. Il y en a un qui préserve sa rente, l'autre qui cherche à conserver des parts de marché. Là, clairement, la stratégie qui a été retenue, en tout cas c'est celle qui se dégage, et on est tous d'accord là-dessus, c'est que les pays de l'OPEP essayent de conserver eh bien, leur volume, hein, et c'est le choix qu'ils ont fait. Et le point important, en tout cas nous qu'on relève, c'est le fait que les États-Unis et les pétroles de schiste sont dorénavant une puissance très importante sur le marché du pétrole. C'est ce à quoi on croyait relativement peu, en fait, il y a encore quelques temps. Mais là, c'est acté, et les pays de l'OPEP l'ont acté. Donc on a un peu une bataille qui s'est mise en place, même si tout le monde n'est pas prêt à le reconnaître. Mais il est évident qu'on cherche, malgré tout, à réduire la capacité des pétroles de schiste américains. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les pays de l'OPEP qui décideraient de réduire leur production? C'est aussi un peu le message qu'ils ont passé. Ils veulent bien agir, moi tout seul. Donc les États-Unis intègrent l'OPEP, quoi. Ah non, on n'en est pas encore là. En plus, on est plutôt sur une partie privée aux États-Unis, alors que les pays de l'OPEP, je vous rappelle que c'est essentiellement des États, enfin ce sont des États, et c'est consécutivement justement à la nationalisation des capacités pétrolières dans ces pays. On l'a vu, et vous l'avez rappelé, que les marchés pétroliers, ils ont rapidement sanctionné la décision, et qu'on a vu le baril dégringoler. On le rappelle, on est juste en dessous des 71 $ pour le moment pour le Brent. Ça peut nous mener jusqu'où pour le baril? Écoutez, déjà, dans un premier temps, la baisse du pétrole, il y a eu un effet dollar qui est très important. D'ailleurs, on regarde sur les dernières années, c'est une corrélation ou une anticorrélation, on va dire, dollar-pétrole qui est très significative. Donc ça a fait baisser le prix du pétrole, ce qui, encore une fois, est une surprise importante, parce qu'en début d'année, c'est pas ce à quoi on pensait, ou en tout cas sur lequel on pariait. Et puis, dans un deuxième temps, on a eu un effet production important, hein, puisque ça reste un marché de l'offre. Il y a eu le retour du pétrole libyen sur le marché, et donc on a un marché qui est un peu déséquilibré, qui est très bien approvisionné. On estime qu'il y a à peu près 1,5 million de barils, un peu trop, en trop par jour, hein, aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une pression sur le prix. Maintenant, là, on voit que ça peut continuer à descendre du fait des fondamentaux, hein. On a une offre qui est importante, mais si on continue à descendre, il y a un ensemble de pays et de producteurs qui vont se retrouver en difficulté parce que leur prix de production est supérieur au cours actuel. Et c'est un peu ce qui est recherché, on a l'impression, entre les lignes, par rapport au pétrole américain, qui a un coût de production. Alors la fourchette est large, mais mettons autour de 70-75 $. Ça veut dire que quand on passe en dessous, eh bien, les profits mécaniquement disparaissent. Alors, ça n'a pas un impact immédiat puisqu'ils sont sur leur lancée, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter la production demain matin, mais vous coupez quand même les investissements. Et donc, dans un deuxième temps, eh bien, on ne va plus avoir ce volume. Donc, voilà, tout simplement, l'OPEP on pourrait construire un rebond sur des cours à 70 $. Ah oui, ça c'est possible. Maintenant, là, sur la lancée, on peut encore descendre un petit peu, mais ce qu'on oublie en même temps, c'est qu'il y a quasiment plus de prime de risque, c'est-à-dire qu'on parle plus des problèmes géopolitiques, alors qu'on a un vrai problème géopolitique là. Il y a une bataille qui est en train de se mettre en place. La Russie est tout de même sous pression parce que la baisse du prix du pétrole met la Russie dans une situation vraiment délicate. Ils sont déjà sous sanctions, ils ont des pertes absolument colossales. Le rouble aujourd'hui est un plus bas historique. Oui, exactement. Donc l'Iran se retrouve également sous pression parce que les négociations sur le nucléaire ont été arrêtées quasiment dans la dernière heure alors qu'on est arrivé sur un accord. On se demande un petit peu pourquoi tout de même. Et là, avec un prix du pétrole qui baisse, des sanctions qui sont toujours également en cours, on retarde les négociations. Donc on a une situation géopolitique
qui est quand même pas aussi évidente et simple qu'on veut bien le croire. Et puis sur le marché du pétrole, je vous rappelle qu'il y a des pays comme la Libye qui sont dans une situation extrêmement délicate. L'Irak, c'est loin d'être résolu. Je ne vous parle pas du Nigeria où il y a régulièrement des difficultés. Donc, vous pouvez avoir demain matin un marché, même sur les fondamentaux, où vous avez une baisse tout d'un coup de l'offre, parce qu'on a un problème géopolitique à un endroit ou tout simplement un problème de production. Et les prix du pétrole peuvent remonter aussi vite qu'on les a vus descendre. Donc, voilà, il faut. Je pense que logiquement aujourd'hui le prix est bien équilibré, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on explique, mais on a un peu oublié tout d'un coup le risque géopolitique. Et est-ce que ce pétrole vit dans un monde à part désormais, dans la grande planète des commodities, ou est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce que ça concerne aussi bon nombre de matières premières? Ouais, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le pétrole est le marché leader de toute façon dans le domaine des matières premières, même si évidemment vous avez des marchés qui ne sont pas complètement dépendants, mais on utilise de l'énergie dans quasiment tous les domaines, au moins pour produire, donc vous avez un impact quasiment immédiat. Vous en avez parlé sur l'économie, c'est évident également. Alors sur l'ensemble des matières premières, ce qu'on constate, c'est que vous avez une pression baissière très forte depuis le début de l'année, qui s'est accélérée en plus avec les cours du pétrole. On avait des métaux de base qui étaient plutôt en baisse. Là, on a un signe de notre point de vue qui n'est pas très positif, c'est le cours du cuivre. Vous savez que souvent, on parle du cuivre, en tout cas le cours du cuivre, comme l'indicateur de la situation de l'économie dans le monde. Le cuivre est en baisse depuis le début de l'année. Il est passé en dessous de ses, on va dire, de ses supports ces derniers temps. En tout cas, il est dessus. Donc, c'est pas des signes très positifs. Le prix du pétrole qui baisse, c'est très déflationniste. Vous en avez parlé, on en parle à peu près partout en Europe. Les cours des métaux de base qui baissent, le cours du minerai de fer qui a retrouvé ses niveaux de 2009 à peu près, qui est à peu près moins 50%. Donc, bon, alors c'est surtout la zone asiatique qui est concernée, mais clairement, ça veut dire que c'est pas le top. Donc, les indicateurs sont un petit peu paradoxaux, c'est-à-dire qu'en même temps, le prix du pétrole, c'est plutôt une bonne nouvelle quand il baisse, parce que ça va donner un petit peu de dynamique, mais à plus long terme, ça peut être un petit peu embêtant. On a des signaux qui ne sont pas très positifs non plus sur les métaux précieux. Ils ont globalement pas mal baissé. Le cours de l'argent a corrigé de plus de 20% cette année, ce qui est considérable. Et on a vu historiquement que quand ces cours sont pénalisés de cette manière, eh bien, on a une situation économique qui n'est pas très favorable par la suite. Donc, des signaux qui ne sont pas très encourageants. Les commodities ne se portent pas merveilleusement. Non, mais en même temps, on a une situation économique qui se maintient. Mais bon, on voit bien sur le pétrole qu'il y a également une baisse de la demande. Alors, c'est pas une baisse de la demande, c'est une baisse de la croissance de la demande qu'on anticipait. Ce qui explique également d'ailleurs la correction actuelle. Mais c'est pas très engageant, oui, clairement. Merci beaucoup, Xavier Leblanc, le directeur général délégué de Prime Finance, qui était avec nous pour évoquer ce monde des matières premières à l'heure où l'OPEP a décidé de ne